j'ai été dans des calls avec des C-level de boîtes qui valent quelques dizaines de milliards, qui nous regardent paniquer en nous demandant est-ce que mon équipe de 50 à 100 ingé et tout ce que j'ai construit jusque-là est devenu obsolète. Est-ce qu'en fait, on a investi 5 ans de R&D, des dizaines ou centaines de millions pour rien, parce que ce qui est accessible à tous performe mieux que ce qu'on a construit de façon très spécialisée dans notre labo pendant 5 ans. Et la réponse est oui. Hello à tous, bienvenue sur Mozzabytes. Mozzabytes, c'est un média qui va à la rencontre de ceux qui créent de nouveaux produits incroyables avec la générative AI. On vous partage nos découvertes à travers ce podcast, mais aussi une newsletter envoyée par email chaque semaine avec les actus les plus importantes. Derrière Mozzabytes, il y a notre product studio Mozza, qui accompagne les entreprises dans la création de nouveaux produits tech. Qu'il s'agisse d'entrepreneurs au tout début de leur aventure ou de boîtes déjà bien avancées comme Airbnb, Aircall, Sorar, Blablacar ou Penny Lane, on intervient sur toute la chaîne de valeur, stratégie produit, design, développement et identité de marque. Avec l'arrivée de l'IA générative, on pense qu'on est aujourd'hui à un grand tournant. Et notre rôle chez Mozza, c'est d'aider les entreprises à se saisir de cette opportunité unique en intégrant cette nouvelle technologie au cœur de leur stratégie. Si ça vous intéresse, écrivez-nous. Cette semaine, on reçoit Maxime Voisin. Maxime Voisin est AI Product Manager chez Labelbox. L'IA, il baigne dedans depuis le début de ses études. Déjà en 2016, il côtoie les cofondateurs d'OpenAI dans le labo de recherche AI de Stanford, où il effectue son master de Deep Learning. Après divers projets et des passages chez Apple et Dataiku, Maxime rejoint Labelbox il y a 2 ans. Basé à San Francisco, la startup a levé près de 200 millions de dollars avec un objectif, fournir une plateforme aux entreprises qui souhaitent développer des applications IA en améliorant leurs données et en fine-tunant leurs modèles. Dans cet épisode, Maxime nous raconte son parcours, son rôle chez Labelbox et les implications derrière l'arrivée des grands modèles de langage pour tous ceux qui souhaitent intégrer l'IA dans leurs produits. Bonne écoute! Hello Maxime Voisin, c'est un plaisir de t'accueillir dans ce nouvel épisode de Mozzabytes. Est-ce que tu veux commencer par te présenter? Salut Adrien, merci pour ton invitation. À la base, je suis un ingé. J'étais en prépa maths. Ensuite, je suis allé en école d'ingé à Paris. Et je suis tombé dans le monde du deep learning, du machine learning à l'époque, là-bas. C'était 2014-2015. Un peu par hasard, tout le monde commence à parler de machine learning autour de moi. J'essaye de trouver un stage dans une boîte qui fait du machine learning à Paris. Je tombe sur Dataiku complètement par hasard sur un site un peu pas très connu. Et ils sont assez gentils pour m'accueillir un été. Je découvre le machine learning, je trouve ça incroyable. Et depuis, j'essaye de rester dans ce monde-là. Et du coup, je suis allé faire... Après mon école d'ingé, je suis allé faire un master aux US à Stanford. Cette fois, c'était en deep learning. Yes. Tout le monde parlait que de ça en 2016. C'était un peu l'épicentre du deep learning à l'époque. Et pour payer mes études, je suis obligé de faire de la recherche dans des labos là-bas. Et donc évidemment, je frappe à toutes les portes des labos d'AI. Et certains de ces labos sont assez sympas pour m'accueillir. Et donc je fais de l'AI de 2016 à 2019 quasiment tous les jours à coder. Donc là, tu es à Stanford à ce moment-là, c'est bien ça? Je suis à Stanford de 2016 à 2019. Je fais mon master. Je me dis peut-être que je vais même rester faire un doctorat. Finalement, au bout de 2-3 ans, je trouvais que c'était un peu trop long et j'aimais pas assez la recherche et je voulais un truc plus appliqué. Et justement, du coup, je finis ma recherche en IA et je monte un projet sur une mission que j'adorais, qui était comment on va aider les jeunes, disons les 18-30 ans, à mieux s'informer. Et mieux s'informer, c'est pas tellement dans le contenu qu'on voulait améliorer ce qui se passe, c'est dans la forme. Et donc on voulait, avec un ami qui s'appelle Hugo Décrypte, on lance une appli où c'est des news en format vidéo, 30 secondes, racontées par des jeunes, dans un langage, dans un ton qui est rien à voir avec ce qu'on lit dans la presse habituelle. Et donc c'est de réinventer les news. Et donc à l'époque on se dit trop bien, on va créer 10 000 déclinaisons pour chaque news avec le bon ton, la bonne personnalisation, le bon contenu, la bonne durée, raconté par la bonne personne, et on va foutre ça dans une appli et mettre des systèmes de recos. Et
Évidemment, à l'époque, c'était pas possible. Donc on s'est dit, on va faire ça avec un peu d'IA. La techno était pas au point. Du coup, on a essayé de faire un truc un peu plus social où chacun peut venir présenter ses news et on va mettre des influenceurs sur la plateforme pour raconter des news. Et on bosse là-dessus pendant 1 an et demi, 2 ans. Il y a une communauté qui adorait ça, mais on n'a jamais réussi à l'agrandir suffisamment au-delà de quelques milliers de personnes. Et on n'a jamais réussi à en faire une boîte. Du coup, au bout de 2 ans, on ferme ce projet et je reviens sur des sujets d'IA un peu plus traditionnels. Je rejoins une boîte qui s'appelle Labelbox, qui est une boîte d'AI, dans laquelle je fais du produit pour aider tout un tas de clients à développer des modèles de machine learning mieux et plus vite, notamment en améliorant leurs données. On va y revenir sur la Labelbox évidemment. Juste, ça m'intéresse qu'on parle 1 minute de cette idée des news parce que c'est quelque chose que je vois énormément passer là depuis 1 an. Avec forcément cette vague de la Gen AI où il y a des entrepreneurs qui ont envie de se saisir du sujet de l'information parce que ça représente à la fois une opportunité et un challenge monstrueux, cette capacité des machines à créer des contenus attractifs et pertinents. À l'époque, qu'est-ce qui vous a fait arrêter? C'est techniquement la technologie n'était pas au niveau pour produire quelque chose de suffisamment intéressant. Comment ça s'est passé? Alors, ce qui nous a fait arrêter, alors concrètement, ce qui nous a fait arrêter, c'est l'argent et l'énergie. C'est qu'au bout de 2 ans d'itération, de sortir des produits, d'itérer, enfin de tester sur une communauté de plus en plus grande, il n'y avait pas une croissance exponentielle, il n'y avait pas assez de viralité. Et on n'avait pas de monétisation suffisamment grande pour continuer. On avait une excellente rétention, mais on s'était dit, voilà, excellente rétention, c'est bien, mais sans viralité, sans croissance suffisamment grande et sans monétisation, c'est impossible d'aller faire une boîte B2C. Du coup, on a arrêté. Pourquoi il n'y avait pas de chemin de monétisation? Pourquoi il n'y avait pas de viralité? Alors à l'époque, je ne savais pas, mais avec le recul, en fait, on pouvait pas. C'était illusoire d'aller créer des contenus différents, ajustés à différentes personnes, personnalisés, qui sont un peu conscients du contexte qu'a la personne qui va écouter la news pour s'adapter à son niveau, son degré d'intéressement dans le sujet. Et donc c'était illusoire et ça demandait trop d'argent de demander à des gens de produire cette news, même en essayant de le rendre social et collaboratif et crowdsourcé. Aujourd'hui à refaire, le truc principal qui a changé, c'est que ça coûte très peu d'aller générer 10 000 versions de la même news, adaptées à 10 000 personnes différentes. Et quand je dis 10 000 versions de la même news, je parle pas de changer le contenu, je parle juste de changer la forme, c'est-à-dire le niveau de langage, le degré d'explication, est-ce que je m'adresse à un expert ou à un débutant, la durée, est-ce que je l'explique en 30 secondes ou en 2 minutes 30, voilà, surtout ça. Et donc aujourd'hui, tu penses qu'il y a des opportunités autour de cette idée? Oui, aujourd'hui, je pense que c'est une idée qui a un super bon timing, mais je me suis promis de ne plus jamais faire de boîte B2C parce que c'est tellement difficile d'obtenir une excellente viralité et c'est tellement difficile de monétiser, surtout sur des sujets de news, que je me suis promis de ne plus le faire, même si j'ai hyper envie de le refaire en ce moment. Ouais, le monde du B2C, c'est sûr que c'est un univers particulier, il faut avoir envie de s'y frotter. On pourra toujours tester ça dans des hackathons qu'on aime bien organiser avec Moza. Et du coup, tu fais ce choix après 2 ans avec ce projet de news avec Hugo Décrypte, tu fais ce choix de rejoindre Labelbox. Labelbox, à ce moment-là, du coup, c'est il y a 2 ans à peu près, hein, début 2021, il me semble. Quel type de boîte est-ce que c'est? Comment est-ce que tu finis par les rejoindre? Oui, alors Labelbox, c'est l'opposé du projet que je faisais avant. C'est-à-dire que le cœur, c'est l'intelligence artificielle, là où avant, c'était plutôt des sujets B2C, produits, UX, growth. Donc là, c'est vraiment
pure AI, retour à de la pure AI. C'est du B2B, c'est pas du B2C. Mon point de vue, c'est que c'est beaucoup plus facile de monter des boîtes successful en B2B, même si donc oui, c'est plus facile de monter des boîtes B2B à mon sens, même si c'est un peu moins, même si c'est des moins grandes boîtes en général, c'est des plus petites boîtes mais plus facile à monter. Donc je me suis dit bon allez, AI, B2B, grosse croissance, donc Labelbox à l'époque ils sortaient de série A, série B, série C en doublant à chaque fois leur chiffre d'affaires. Américaine, à l'époque j'avais encore le mythe de les boîtes américaines ont plus de chances de succès que les boîtes françaises. Je pense qu'aujourd'hui c'est plus vrai, ou c'est moins vrai. Backé par des top investisseurs et où il y a un bon fit avec et où la boîte soit vraiment driven, où la boîte soit driven par le produit. La boîte soit où en fait il y a une vraie fonction produit qui soit à la tête de la direction de prendre la boîte. Et je me renseigne sur les boîtes qui sont à Paris, parce que j'étais à Paris à l'époque. Je découvre une boîte hyper intéressante qui s'appelle Kili, qui est une plateforme de data pour le machine learning qui est basée à Paris. Et puis au cours des interviews, je demande au fondateur, tiens, qui est-ce que vous rencontrez le plus souvent quand vous essayez de vendre chez vos compétiteurs? Enfin, qui sont vos compétiteurs que vous rencontrez le plus souvent sur le terrain? Et il me dit, très souvent le numéro 1, c'est Labelbox. Et dans la foulée, j'envoie un texto, un LinkedIn au fondateur de Labelbox, et je lui dis, tiens, j'ai fait de l'AI, j'ai fait du produit, j'ai essayé de monter ma boîte, ça n'a pas marché, je suis à Paris, est-ce que tu recrutes quelqu'un comme moi pour aller faire du produit avec toi? Et il me répond dans la foulée, il me dit, on se parle demain, et à la fin de la semaine, j'étais chez Labelbox, c'était le sommet du Covid, donc ils étaient complètement OK avec le remote, c'était une boîte d'AI de Stanford, B2B, avec un fondateur, CEO, qui était aussi à la tête du produit, avec qui je m'entendais bien, donc ça cochait toutes les cases, et j'y suis allé un peu les yeux fermés. Bravo. Très, très, très intéressant cette technique d'aller rejoindre les concurrents des boîtes que tu interviews. Je recommande pas, mais c'était vraiment par hasard, et je dis pas que c'est une bonne strat, mais c'était par hasard, et il se trouve que ça s'est fait comme ça. Plutôt un très bon move, parce que depuis Labelbox a du coup levé 100 millions de dollars supplémentaires depuis que tu les as rejoints, si je me trompe pas. Oui, exactement. Grosse levée avec SoftBank et Andreessen Horowitz, je crois, de 110 millions de dollars. Et dans le but de continuer alors, c'était au sommet des marchés. Aujourd'hui, je pense que la même levée est beaucoup plus compliquée. Mais l'idée, c'était de... En fait, à la base, Labelbox avait commencé comme une plateforme pour annoter des données manuellement. Puis ensuite, c'était devenu une plateforme où tu peux annoter des données de façon intelligente, donc avec tes propres modèles qui pourraient déjà faire 80% du travail d'annotation. Et puis là, on levait pour aller sur une vision beaucoup plus grande qui était, en fait, ça va être la plateforme où tu gères toutes tes données pour tes équipes de machine learning. Donc tu amènes tes données depuis un cloud ou depuis une boîte comme une warehouse comme Databricks ou autre. Et en fait, c'est l'endroit où tu visualises tes données, où tu les explores, où tu crées tes datasets de training, d'entraînement, donc les labels, mais aussi choisir quelles données inclure, qui est un sujet hyper important, en tout cas qu'il était important il y a quelques années. Et puis aussi les données, créer les données d'évaluation. Même chose, quoi inclure, comment les labelliser, comment bien les labelliser, parce que c'est le principal signal qui permet aux équipes de machine learning d'itérer et d'améliorer leur modèle. Et puis évidemment, répéter ce cycle plein de fois, parce qu'une fois que tu entraînes un modèle sur des données labellisées, il faut comprendre où est-ce que le modèle se trompe, pour aller labelliser en retour plus de données sur ces domaines-là, pour l'améliorer. Et donc c'était vraiment au moment où on commençait à vendre cette vision de plateforme pour faire des itérations sur tes modèles de machine learning, et donc images, vidéos, texte, PDF, et voilà. Et donc en gros aujourd'hui toute startup IA qui veut fine-tuner des modèles open source avec ses propres données passe par une solution comme Labelbox. J'aimerais bien.
J'aimerais bien que toutes les startups passent par nous. Ce qu'on observe en pratique, c'est que beaucoup de startups sont... alors, on accompagne pas mal de startups, mais les startups qui sont assez avancées d'un point de vue tech, souvent ce qu'on entend, c'est non, mais j'ai pas besoin d'une plateforme comme Labelbox. En fait, je peux tout faire moi-même en interne. Donc, je peux visualiser mes données, je peux sélectionner quelles données je veux labelliser, je peux les labelliser moi-même, je peux fine-tuner un modèle moi-même, je peux sans problème mettre des données dans une vector database si j'en ai besoin. Je peux comprendre, je sais où mon modèle n'est pas bon, j'ai pas besoin de vous pour m'aider à comprendre comment améliorer mes datasets. Et donc, ce qu'on voit souvent, c'est que les startups ou même les boîtes un peu plus petites que des grosses enterprises Fortune 1000, souvent nous disent non, mais j'ai pas besoin, je sais faire. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que dans une boîte, elles savent faire pour un use case sur des images. Ensuite, il y a un autre use case sur des images un peu différentes. Donc peut-être qu'au début, c'est de la détection d'objets, ensuite c'est de la segmentation. Ensuite, elles veulent se mettre à faire, parce que ça fonctionne bien, sur des vidéos. Puis elles veulent se mettre à le faire sur du texte et du PDF. Et en fait, très vite, beaucoup de boîtes se retrouvent à créer une espèce de plateforme interne de gestion de leurs données. Et donc, quand t'es Facebook, Google, ok, tu peux justifier d'avoir 200 ingés en interne qui maintiennent cette plateforme-là. Mais pour toutes les autres boîtes, ce qu'on constate, c'est que nous le bon moment pour les récupérer, c'est quand elles ont fait 3, 4, 5 use cases en interne, se rendent compte qu'elles ne veulent pas créer cette plateforme en interne et la maintenir, elles cherchent une solution, et Labelbox, c'est 150 ingés qui bossent, 150 employés qui bossent toute la journée sur cette plateforme, justement pour pas que ces boîtes aient à la construire en interne. Et du coup, si je te retourne la question par rapport à vos concurrents aujourd'hui, quelle est la particularité de votre positionnement par rapport aux autres plateformes existantes? Alors, premier positionnement, c'est qu'on est complètement spécialisé sur les données non structurées. Donc, images, vidéos, texte, PDF. Là où beaucoup de plateformes comme Dataiku, Databricks, Snowflake sont historiquement sur des données tabulaires, des données structurées. En gros, des fichiers Excel, quoi, si j'exagère. Et c'est normal parce que c'est le plus gros use case d'un point de vue taille de marché. Mais bon, ce qu'on voit en ce moment, c'est que le traitement des images, des vidéos, du texte, des PDF, c'est en train d'exploser avec ces modèles fondationnels qui deviennent monstrueux. Et donc Labelbox a fait ce choix il y a 5 ans de ne faire que ces données non structurées. Donc ça, c'est le premier élément différenciant. Après, le deuxième élément différenciant, c'est que justement, alors on n'est pas juste une plateforme d'annotation de données, on est la plateforme où en fait tu peux faire le cycle entier de comprendre quoi labelliser, comprendre où tes modèles sont bons et moins bons, choisir des données pertinentes, gérer les différents datasets pour les différentes équipes, et avoir tous les features enterprise, enfin toutes les fonctionnalités enterprise qui sont nécessaires pour gérer plusieurs équipes dans une même plateforme qui travaillent sur des modalités différentes et des use cases très différents. Donc ça, c'est un deuxième positionnement, c'est une deuxième différenciation, c'est qu'on n'est pas juste sur du labellisation, on n'est pas juste sur évaluer les modèles, on n'est pas juste sur sélectionner les bonnes données, on est sur tout, sur le cycle, quitte à faire un peu moins bien chacun des éléments du cycle. Et troisième positionnement différent, c'est qu'on a décidé de supporter tous les types de données différents, images, vidéos, PDF, texte, parmi les données non structurées, là où on voit pas mal de compétiteurs aller se focaliser sur un seul de ces modalités-là. Et ça, c'est un positionnement un peu risqué, parce qu'en général, on conseille pas trop, parce que c'est un peu le risque d'être un espèce de plateforme qui fait bien plein de trucs, mais qui fait rien de façon excellente. Là où voilà, et donc on est moins bien que pas mal d'autres solutions pour un use case précis, sur un type de données précis, pour faire une tâche précise. Par contre, quand il s'agit d'aller voir une entreprise Fortune 1000, et de leur dire, voilà, vous avez besoin d'une plateforme qui unifie tous vos projets, en fait, il n'y en a aucune qui le fait aussi bien que Labelbox. Ok, très clair. Merci pour cette explication. Et du coup, toi, ton rôle là-bas, tu es Senior AI Product Manager.
Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que tu travailles sur le produit de Mailbox? Quelles sont tes zones de responsabilité? Alors, le produit chez Labelbox, c'est assez lean. Je sais pas ce que c'est le terme français, mais c'est assez léger. C'est-à-dire que on est 4 product managers sur les 150 employés, et mon boss, c'est le CEO. Et on a autonomie totale sur... on est 4, il y a 4 produits. Il y a les produits d'annotation, il y a le produit de exploration et sélection des données, il y a le produit de enrichir les données justement avec tous les modèles de GenAI, et puis un dernier produit... moi du coup je suis à la tête d'un des produits de la boîte, celui de visualiser les données et les sélectionner au début de façon naïve et puis de plus en plus avec des modèles fondationnels. Et ma responsabilité, c'est comprendre avec les clients si cette preuve de valeur a du sens et si on doit continuer à investir dedans. Et la réponse est oui. Et ensuite, comment améliorer le produit pour que, avec mon équipe de une quinzaine d'ingés, on bosse sur les directions qui ont plus de valeur pour eux, sachant que le marché est en train d'évoluer extrêmement vite. Et en fait, ce qui était là, c'est intéressant parce qu'on commençait à avoir un positionnement qui était vraiment un très bon product market fit sur notre plateforme pour itérer sur des modèles de deep learning, et on commençait à vendre un peu les meilleures équipes de deep learning au monde, quoi. Et puis entre la GenAI, il y a grosso modo un an, quoi. Et là, soudain, complète disruption de la façon de faire de l'intelligence artificielle pour analyser des images, pour analyser des vidéos, du texte, des PDF. Et donc là, soudain, notre suite de produits qui était optimisée pour un workflow bien précis, une façon de fonctionner bien précise, et soudain est gros point d'interrogation sur est-ce qu'on est encore pertinent ou pas. Et donc là, depuis un an, c'est ramer à fond pour essayer, de comprendre où va le marché, de comprendre le domaine de l'AI, de comprendre ce dont les boîtes ont besoin, et 3, comment on peut aller ajuster le produit pour essayer quand même d'aller être pertinent dans ce nouveau monde. Du coup, vous avez vécu vraiment de l'intérieur cette arrivée des derniers modèles de langage. Comment est-ce que ça s'est passé? Tu peux nous raconter, parce que du coup, vous étiez déjà en contact avec beaucoup d'entreprises qui mettaient l'IA au cœur de leurs produits. Comment vous avez progressivement pris la mesure de l'ampleur du changement à l'œuvre, et du coup, votre stratégie depuis un an, elle a évolué dans quel sens? Alors, ça s'est fait en pas mal de temps. La première étape, c'était la prise de conscience. Donc là, je me souviens, on est une boîte remote, distancielle, mais tous les 2 mois, on se réunit tous en un lieu. Bon. Donc là, il se trouve que c'était la semaine, on était tous à San Francisco. Les fondateurs et puis l'équipe produit dans une salle. Et je commence à ouvrir, je crois que c'était en novembre, il venait peut-être de sortir ChatGPT 3 à l'époque, j'imagine. Et puis je commence à jouer avec les fondateurs à côté. Et puis on prend des données de nos clients, enfin des données similaires aux données de nos clients, puis on les fout dans ChatGPT 3. Et là, surprise, c'est pourquoi ils nous payaient des millions, littéralement, pour avoir une plateforme, pour labelliser manuellement avec des humains ces données-là. C'est parce que c'est une tâche très spécifique qui demande d'analyser le texte avec de la classification un peu fine, de la sous-classification, extraire des mots-clés, comprendre le sentiment un peu nuancé du contenu. Bon, surprise, je suis sur mon ordi et je leur dis, les gars, regardez, ça c'est un contrat à X centaines de milliers ou millions, ChatGPT 3, il sait le faire. Et là, grand blanc, on se dit, bon, l'année va être intéressante. Et donc au début, c'était prise de conscience, on se dit, merde, les modèles, pourquoi quelqu'un continuerait à annoter des données et à avoir des humains là-dedans, quand en fait un modèle
off-the-shelf, un modèle accessible à tous, fait déjà très bien le boulot. Bon. Donc ça, c'était prise de conscience. Numéro 2, évidemment, c'est essayer d'amener cette techno-là aux clients, parce qu'en fait, ce dont on se rend compte très vite, c'est qu'il y a encore beaucoup de monde qui a pas encore vraiment fait sa transition vers l'intelligence artificielle, notamment sur les images, les vidéos, le texte, le PDF. Et donc, on a encore un paquet de clients qui nous disent, mais vous savez, moi, je mets 9 mois et j'ai une équipe de 5 à 10 ingénieurs pour faire mon premier use case d'intelligence artificielle, de analyser des images ou analyser des PDF. Et donc, évidemment, on leur dit, regardez, ça tombe bien, on a incorporé ces modèles fondationnels dans Labelbox au début pour améliorer pour que l'annotation devienne immédiate. Parce que maintenant, on leur dit, regardez, en une journée, littéralement, vous avez un dataset parfaitement labellisé. Vous appuyez sur ce bouton, ça va le fine-tuner chez un partenaire. Et voilà, vous avez votre solution de computer vision, d'analyse d'image ou d'analyse de texte qui fonctionne très bien. Et on est passé de plusieurs trimestres à une semaine pour sortir un use case qui fonctionne à peu près correctement. Donc ça, au début, c'était génial parce que les clients, grosse proposition de valeur, et c'est encore le cas. Mais ça va pas durer, parce qu'en fait, la réalité, c'est que de plus en plus, les clients n'auront pas besoin d'utiliser ces énormes... les clients n'auront plus besoin de faire des cycles d'itération sur leur modèle. C'est-à-dire qu'ils n'auront même plus besoin de labels générés par GPT-5 ou GPT-6, parce qu'en fait, il y aura des modèles accessibles à tous qui sont tellement bons qu'avec un tout petit peu de prompting ou avec quelques exemples ou avec une base de données vectorielle qui a encore plus d'infos ou avec un tout petit peu de fine-tuning peut-être selon le cas, ils pourront assembler ce système-là et il sera capable immédiatement de résoudre 90% des cas d'usage. Et donc, chez Labelbox, on a une grosse décision qui est, est-ce qu'on continue à construire la plateforme de données pour les équipes qui... nous, on appelle ça les équipes qui construisent de l'AI, qui build AI. Donc, les équipes, les clients hyper avancés qui ont besoin d'entraîner vraiment leur propre modèle sur des use cases vraiment compliqués, par exemple, analyser des tracteurs autonomes. Ça, c'est compliqué, c'est on the edge, il y a des vraies contraintes, donc ils sont obligés d'aller faire de la labellisation vraiment poussée, d'aller sélectionner leurs données de façon très fiable, d'évaluer précisément leur modèle. Donc on avait le choix d'aller dans cette direction, ou on avait le choix d'aller dans la direction de les boîtes qui vont juste utiliser de l'AI qui est accessible à tous pour résoudre des use cases beaucoup plus simples, pour lesquels il y aura peut-être même plus besoin de data scientist dans quelques mois pour les faire. Par exemple, analyser le sentiment de mes reviews de clients. Ou bien mon équipe de support, avoir un chatbot sur lequel avec lequel mes clients peuvent discuter. Ou bien avoir un outil qui permet d'entraîner mes équipes de sales. Ça, GPT-4 ou GPT 3.5 ou un modèle open source avec les bons prompts, quelques exemples, peut-être un petit peu de fine-tuning, la bonne évaluation permet déjà d'aller assez loin sur ces use cases-là. Et en fait, nous on a fait ce choix-là de aider les boîtes à avoir une plateforme qui leur permet d'assembler facilement des solutions d'AI pour ces use cases assez simples, permis par la Gen AI, plutôt que de continuer dans la direction des modèles toujours plus poussés, avec du labeling toujours plus poussé, et du human in the loop toujours plus poussé. Yes. Ok, donc vous avez vraiment fait le choix des boîtes qui use AI versus des boîtes qui build AI. Est-ce que ça vient du fait que vous considérez que la qualité des modèles va être telle que en fait on va avoir quelques boîtes qui construisent des modèles fondationnels comme OpenAI, comme Inflection, comme Google, qui du coup auront le monopole
des modèles. C'est quoi la réflexion derrière? Alors, une réponse et ensuite un corollaire. La réponse, c'est oui. Nous, on le voit un peu comme un iceberg, c'est-à-dire qu'il y a la partie, le sommet de la pyramide ou le sommet de l'iceberg, il y aura toujours des boîtes un peu élites qui ont besoin de use case, qui ont pour leur use case, qui ont besoin d'AI très avancés sur des systèmes compliqués que GPT-5 ou GPT-6 ne sera pas capable de résoudre, ou que Llama 4 ne sera pas capable de résoudre. Mais on pense qu'il y en aura de moins en moins, et c'est un peu les Jeux Olympiques de l'AI. Il y en aura de moins en moins, et en fait, il y aura de plus en plus de cas d'usage qui seront faisables avec des modèles accessibles à tous. Llama 3, Llama 4, GPT-5, GPT-6 vont faire que s'améliorer à un rythme qui, pour l'instant, continue d'être exponentiel. Et donc, on l'a vu sur les 2 dernières années, tous les use cases, customer support, analyse de sentiments, répondre automatiquement aux emails, code generation, sales, entraînement des équipes de sales, tout ça, à l'époque, c'était pas faisable c'était des use cases pas faisables juste en utilisant de l'IA disponible. Alors que maintenant, c'est le cas. Donc, nous, le pari, c'est qu'en fait, la taille du marché est beaucoup plus grande dans en fait, il y a pour les cas d'usage en bas de cette pyramide qui sont plus nombreux, moins compliqués, vont devenir à la portée de plus en plus de gens au sein des boîtes. Et notre but, c'est d'aller servir ces gens-là, et un peu moins d'aller servir les athlètes des Jeux Olympiques de l'AI qui se battent pour les quelques pouillèmes à distiller dans des use cases très précis, qui ont aussi leur sens, mais qui sont juste bien moins nombreux. Et ces boîtes-là, du coup, qui avaient des armées de machine learning engineers, qui du coup étaient vos clients avant l'arrivée des derniers modèles, qu'est-ce que vous observez chez elles? Tu me disais tout à l'heure que ce que faisaient 50 ingénieurs, désormais deux bons ingénieurs en machine learning peuvent le faire. Comment elles réagissent à ça? Qu'est-ce que vous observez? Alors, déjà, beaucoup de panique. C'est-à-dire que j'ai été dans des calls avec des C-level de boîtes qui valent quelques dizaines de milliards, qui nous regardent paniquer en nous demandant « Est-ce que mon équipe de 50 à 100 ingé et tout ce que j'ai construit jusque-là est devenu obsolète et trivialisé par la sortie de Blip 2 ?» qui est un modèle qui permet de prendre une image et de décrire ce qu'il y a dans l'image. Mais vraiment vraie panique, quoi, de crise existentielle. Est-ce qu'en fait, on a investi 5 ans de R&D, des dizaines ou centaines de millions pour rien, parce que ce qui est accessible à tous, que ça soit derrière une API privée ou une API ou un modèle public open source, performe mieux que ce qu'on a construit de façon très spécialisée dans notre labo pendant 5 ans. Et la réponse est oui. Alors, pas toujours, mais dans beaucoup de cas, oui. Malheureusement, ChatGPT Vision performe à peu près aussi bien que leur modèle spécialisé. Sauf qu'en fait, ChatGPT Vision, tu peux le setup facilement, tu peux le décliner sur tout un tas d'use cases, et t'es capable d'itérer dessus littéralement 10 fois plus vite que sur des modèles de vision traditionnels. Donc la réponse est oui, probablement, surtout que ces modèles sont, encore une fois, les plus mauvais modèles que l'humanité va connaître. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que il y a 50 personnes dans la boîte qui ont les capacités d'aller se servir de ces modèles pour aller faire 50 use cases au lieu d'en faire 2. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin dans une boîte à la quantité de use cases automatisables avec de l'AI. Ou si c'est le cas, nous on l'a pas encore vu. Donc la réponse c'est panique, parce qu'on a l'impression que notre élément différenciant, notre moat disparaît. Mais 2, en fait, pas tant que ça, parce que c'est plutôt que la taille du gâteau va augmenter, parce qu'on va être capable d'automatiser tellement de trucs sur tellement d'use cases au sein de notre boîte, qu'on va devenir beaucoup plus efficace, on va être capable de servir plus de monde, notre produit va être de meilleure qualité, et ce qu'on pensait aller prendre 5 ans dans notre roadmap va être faisable en quelques mois. J'exagère, mais c'est grosso modo ça. Et souvent, ce qu'on observe comme dynamique, c'est que
les incumbents, je sais pas comment on dit. Oui, ceux qui sont déjà en place sur le marché. Voilà, ceux qui sont déjà en place sur le marché, en fait, ont un tel avantage de distribution que certes, ils perdent un peu de leur avantage tech qui était développé par leur équipe de R&D, qui n'était pas à la portée de n'importe qui, et leur data propriétaire qui n'était pas à la portée de n'importe qui. Mais en fait, leur produit va tellement s'améliorer en utilisant ces modèles sur 50 use cases au lieu de 2 en interne, que comme ils ont déjà la distribution qui est extrêmement compliquée à construire, ils vont être très loin devant leurs compétiteurs c'est un autre avantage compétitif qui est distribution plus excellent produit grâce à l'AI égale pourquoi j'irai voir la compétition. Après, ça représente, j'imagine, quand même un changement d'orga assez monumental. Tu as des exemples concrets qui te viennent en tête sur ce type de démultiplication d'impact grâce à du machine learning dans des équipes comme celle-ci? Ouais, carrément. Alors, je vais pas le nommer, mais équipe de voitures autonomes. Voiture autonome qui se dit, on a des super voitures autonomes, mais on sait qu'elles galèrent sur ces 50 domaines ou situations problématiques. La nuit, la pluie, mais plus spécifique que ça. Disons que ça va être quand il y a une flaque d'eau avec à côté un humain et qu'en fond, il y a de l'herbe. C'est un peu ça le niveau et donc en fait, leur plan, c'était pendant 6 mois, on va aller bosser sur les flaques d'eau avec de l'herbe à côté et un humain allongé à côté. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que certes, n'importe qui maintenant, alors j'exagère, peut aller créer une voiture autonome, c'est pas vrai, mais disons que c'est devenu beaucoup plus accessible à tous d'aller créer l'intelligence ou le software dans une voiture, derrière au moins l'analyse d'image des voitures autonomes, la partie perception. Et d'ailleurs, il y a des projets, il y a un gars aux US qui essaie d'aller créer sa voiture autonome un peu tout seul, et en fait, c'est pas si ridicule. Mais la réalité, c'est que en fait, ça reste compliqué d'aller faire la voiture, la chaîne de production, la partie pas juste perception, mais la partie raisonnement, planning. Et en fait, donc d'une part, ils ont encore cet avantage-là, ou la distribution, ils avaient accès à tout ça. Mais en plus, tous leurs 50 scénarios hyper compliqués de une personne en tenue militaire le soir, quand il n'y a pas beaucoup de lumière, devant des champs, ou la flaque d'eau avec de l'herbe et un humain allongé à côté, sont devenus solvables en une question de semaines, là où avant ils galéraient dessus pendant plusieurs mois ou années. Et donc eux, concrètement, avantage incroyable, au début grosse panique, et puis ensuite avantage incroyable... Ouais, hyper intéressant. Ouais. Donc ça rend pas, si on reprend cet exemple-là, ça rendrait plus facile à Renault de se lancer dans la création d'une voiture autonome, mais pour arriver à une voiture autonome qui fonctionne de manière optimale, en réalité, ces ingénieurs qui sont déjà en place vont permettre d'aller beaucoup plus vite, quoi. Mais on peut quand même difficilement se dire que le mot s'est pas un peu réduit, mais effectivement je vois le point, et sur des cas comme ça, effectivement, c'est hyper pertinent. Un autre exemple, c'est je vais pas la nommer, mais une grande plateforme d'analyse de données qui se faisait attaquer par des compétiteurs beaucoup plus petits sur le thème on a une UX beaucoup plus intuitive, quelqu'un qui ne sait pas manipuler des bases de données ou du code a du mal à analyser ces données chez nous, et donc ils vont aller chez les petits compétiteurs qui ont une UX beaucoup plus sympa. Voilà. Eux, quand ils voient débarquer la Gen AI, ils se disent au début aïe, c'est beaucoup plus facile pour n'importe qui d'aller analyser ces données, peut-être même qui n'ont pas besoin de nous, et n'importe qui peut aller faire un petit compétiteur qui va littéralement avec du langage pouvoir analyser ces données. Voilà. Donc au début un peu panique, et en fait ensuite ils se rendent compte que non, en fait ces technos-là eux-mêmes peuvent les incorporer, et en fait leur UX est rendu 10 fois plus simple, et le gros problème qu'ils avaient sur leurs compétiteurs, c'était un problème de produit et d'UX, sauf qu'en fait ça a un peu nivelé
tout le monde maintenant a une bien meilleure UX, de même que tout le monde a une bien meilleure voiture autonome, et leur différenciateur maintenant principal sur les petites startups, c'est que eux en plus, ils ont la distribution, ils ont une énorme team de sales, ils ont des clients déjà existants, et en fait, ça a nivelé la partie intelligente de leurs produits, parce qu'ils ont à peu près un produit similaire maintenant à leurs petits compétiteurs, ce qui était très loin d'être le cas avant. Hyper intéressant, effectivement. Pour toi, c'est quoi aujourd'hui les challenges que devront affronter toutes ces startups qui peuvent beaucoup plus facilement qu'avant du coup leverager les modèles de GenAI? Il y a un mode compétitif qui s'est effondré par rapport à des boîtes qui bossaient sur deep learning depuis des années. Néanmoins, évidemment, la compétition s'est énormément accrue. Toi qui es au quotidien avec ce type d'interlocuteur via les clients de la Bell Box, à ton avis, c'est quoi les grandes difficultés auxquelles ils vont devoir faire face? Alors, moi, je vois deux grandes difficultés. La première, c'est plus dans créer des systèmes qui fonctionnent, et la deuxième, c'est plus en termes de marché et de positionnement de boîte. Première difficulté, c'est qu'en fait, c'est pas si facile de faire, même avec la GenAI, de faire des produits basés sur la GenAI qui fonctionnent vraiment. C'est-à-dire que c'est très facile d'avoir une démo sur Twitter, mais en fait, avoir un produit robuste qu'on sait améliorer parce qu'on sait l'évaluer et qu'on sait comment, dans quelle direction l'améliorer à partir de cette évaluation, c'est extrêmement difficile. Et d'ailleurs, je suis surpris, c'est-à-dire que ChatGPT a eu beaucoup de viralité très vite, je crois qu'il y a eu 100 millions d'utilisateurs en quelques semaines. Il n'y a pas vraiment eu d'autres produits qui a basé sur la GenAI qui a eu une telle viralité. Il n'y a pas eu de produit de news qui a eu cette viralité, il n'y a pas eu de produit de thérapie, psy, bien-être qui a eu cette viralité. On peut prendre toutes les verticales, il n'y a pas eu de produit de langue qui a eu cette viralité. Ça fait 1 an que les technos sont au point et que OpenAI a eu cette viralité. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que en fait, c'est pas si facile. Même les produits de learning. En fait, il n'y a pas eu de produit de learning qui est apparu de zéro, qui soudain a craqué le problème de on sait parfaitement, grâce au modèle de GenAI, transformer du contenu en un truc d'apprentissage hyper bien distillé et optimal. Et soudain, tout le monde consomme ses news, son bien-être mental, son programme de sport, son programme de bouffe, son learning intellectuel via de la GenAI. En fait, ça, c'est pas encore... Et l'interprétation que j'en ai, puisqu'on voit pas mal de ces startups passer, c'est qu'en fait, ça prend du temps quand même. C'est facile d'avoir une démo, mais ça prend du temps de le mettre en prod, et ça prend du temps de le rendre suffisamment fiable pour que l'expérience soit non pas 92% du temps à peu près correcte, mais vraiment 99,9% du temps très pertinente de façon fiable. Donc ça, c'est le premier point. Après, on pourrait aussi argumenter sur le fait que les gens n'ont pas forcément conscience quand ils consomment des contenus qui ont été générés par la GenAI. Je repense à notre interview avec Pauline Ferret de 360 Learning, qui est une plateforme du coup qui permet à n'importe quel expert de créer des cours dédiés sur son sujet d'expertise pour ses collègues, ses clients, et qui en fait en uploadant un deck arrive à tout un programme de cours avec du contenu hyper bien structuré. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui consomment ces contenus-là sans se rendre compte que derrière, en réalité, il y a de la GenAI, quoi. Complètement vrai, c'est clair. Mais à ma connaissance, 360 Learning ou leurs concurrents startup lancés depuis 1 an n'ont pas encore gagné l'intégralité du marché, n'ont pas atteint 1 milliard de users ou 100 millions de users sur du learning d'entreprise. C'est-à-dire que nous, chez Labelbox, notre learning, ça reste en fait quelqu'un qui fait un deck et qui le présente dans la boîte. Pourquoi ? Parce que même avec de la GenAI, pour l'instant, transformer ce deck en un cours parfait, en littéralement 10 secondes d'effort, on n'y est pas, la techno n'est pas encore là. Alors, je dis pas que dans 1 an, ce sera pas le cas, et je le souhaite à la terre entière,
Mais aujourd'hui, ça accélère un processus qui mettait beaucoup de temps et d'humain et de travail manuel, mais ça le rend pas encore suffisamment automatique au point où derrière on voit la viralité de effectivement je mets mon PDF et de façon systématique, sans avoir à faire d'efforts, j'ai 10 secondes plus tard un cours parfait que je peux mettre de façon très fiable. Et mon interprétation de ça, et encore une fois je connais pas le marché de Pauline, mais mon interprétation de tous ces domaines que je vois passer chez Labelbox, c'est c'est pas encore assez fiable. Et j'ai aucun doute qu'on va y arriver. Mais pour beaucoup de use cases, il y a encore énormément de travail de rendre la Gen AI fiable, et notamment en termes de l'évaluer, l'améliorer, qui fait que on n'est pas encore sur une viralité ou sur une adoption aussi grande que ce que ça va être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Donc ça, c'est un premier frein. Pour ceux qui montent leur projet ou qui se lancent dans la Gen AI, c'est ne sous-estimez pas. J'encourage vraiment à commencer par 1 ou 2 cas d'usage très précis, à gros potentiel de valeur pour la boîte, enfin de business, et de vraiment passer le temps qu'il faut pour l'améliorer, le mettre en prod, se rendre compte que c'est pas assez bon, itérer dessus, et grappiller les points de fiabilité qu'on voit pas dans une démo Twitter mais qu'on voit en production, avant de partir très large sur plein d'use cases parce qu'on a l'impression que la Gen AI est tout résolu. Nous on voit que les boîtes performent mieux quand elles se focus sur un use case et qu'elles mettent en fait 6 mois et non pas 2 semaines à le craquer vraiment. Et bon, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, les technos vont être meilleurs et les gens ont résolu non pas un seul use case mais 10. Et là, soudain, on va avoir des effets assez vertigineux de produits magiques qui met tout bout à bout, et ça, c'est incroyable. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est conseil aux gens qui lancent leurs produits d'AI, c'est que le positionnement, j'observe que le positionnement est un peu compliqué. C'est-à-dire qu'il y a les boîtes qui s'attaquent à un use case spécialisé, d'un côté, très verticalisé, très spécialisé, comme le copilot pour les médecins, ou pour les avocats, ou pour les comptables, ou pour donc un use case très précis, verticalisé, et ils ont toute la stack qui va de la data jusqu'à l'expérience utilisateur finale. Et évidemment, ces boîtes-là se connectent à des providers de modèles, comme OpenAI, comme les modèles open source. Ils se connectent à des providers de bases de données vectorielles, trucs comme ça. Donc ils se connectent à de l'infrastructure, mais c'est vraiment de l'infrastructure qui est contrôlée par 5 à 10 acteurs dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a 5 à 10 boîtes sérieuses qui font des modèles d'AI, il y a 5 à 10 boîtes sérieuses qui font des bases de données vectorielles. Et en fait, au milieu, ce que j'observe, c'est que c'est un marché très compliqué au milieu. C'est-à-dire que si t'es pas en train de travailler sur un use case verticalisé, et que t'es pas en train de faire soit des modèles, enfin de l'infra vraiment deep tech, des modèles, des bases de données vectorielles, et au milieu, c'est un peu un no man's land. Je vois beaucoup de startups arriver avec une proposition de valeur de on va facilement permettre aux gens de résoudre n'importe quel use case en cliquant dans notre UI sur quelques boutons. Et c'est hyper alléchant intellectuellement, et en théorie, ça a beaucoup de sens. Ce que j'observe aujourd'hui, c'est que le marché pour ça est vraiment petit. Et même des grandes boîtes qui vont payer des contrats à plusieurs millions pour OpenAI, ou pour du Pinecone, ou pour racheter des boîtes verticalisées qui résolvent un use case précis dont ils ont besoin, ne sont pas prêts aujourd'hui à mettre le même argent, le même type de contrat sur le middleware, où en fait je connecte toutes les composantes dont il y a besoin dans un projet de Gen AI de façon générique. Voilà, de près, cet intermédiaire-là, aujourd'hui, je m'en méfie beaucoup. Mmh. Oui, pourtant, il y a pas mal de boîtes qui sont en train de se monter sur la construction de ce tooling infra. Et c'est vrai que ça va tellement vite que c'est difficile
c'est difficile de pas vouloir se lancer dans la création d'une entreprise qui vend les pelles et les pieux pendant l'arrivée vers l'or, hein. Je crois que c'est ça l'expression. Et c'est vrai que en plus de ça, il y a une concurrence féroce qui existe sur ce genre de sujet versus des boîtes très verticalisées, comme tu dis. J'aurais une dernière question pour toi. On a plein d'auditeurs qui veulent se lancer dans la Gen AI, soit à travers des aventures entrepreneuriales, soit en intégrant cette technologie-là dans les produits qu'ils dirigent. Est-ce que tu peux nous partager les ressources clés qui t'aident aujourd'hui à suivre le rythme des avancées? Est-ce que tu as des bouquins ou des articles en particulier qui pour toi sont des must-read? Alors, malheureusement, pas tellement. Et j'ai peut-être l'opportunité d'aller créer les bouquins de référence, ou peut-être que je les connais pas. Mais la réalité, c'est que le domaine de la Gen AI change tellement vite et tellement récent. Enfin, la Gen AI n'est qu'une évolution du deep learning, mais poussée à l'extrême en termes de scale et de data. Mais disons que notre compréhension de ce truc-là change tellement vite. Moi, j'utilise Twitter et un petit peu Hacker News, mais à ma connaissance, j'ai pas vu de bouquin, j'ai pas vu de podcast où je me dis tiens, ça vraiment c'est hyper utile, il faut que tous les CPO, tous les entrepreneurs écoutent absolument, parce qu'en fait même eux ils sont un peu derrière Twitter. Après le conseil quand même, c'est que c'est pas forcément dans les ressources que la réponse se trouve. C'est-à-dire que la réponse se trouve peut-être davantage à comprendre quels sont ça part toujours d'une question business, quel est le problème, quels sont les use cases qui sont importants pour notre business et où on pense qu'il y a un bon fit avec pour de la Gen AI ou du deep learning. C'est toujours les mêmes choses, hein. Faut que ça soit, faut qu'on ait un peu de data, faut que ça soit clé pour le business, il faut que ça soit idéalement un peu tolérant aux erreurs. Il y a 5-6 règles comme ça où il faut qu'on puisse idéalement shipper une version 1 qui soit moyenne et qui augmente les gens plutôt que de chercher à automatiser avec un système parfait et robuste dès le début. Mais comprendre le use case et identifier un ou deux use cases très précis auxquels s'attaquer et à partir de là comprendre de quoi j'ai besoin. Est-ce que d'ailleurs et ensuite expérimenter de façon très pratique, quoi. C'est-à-dire, est-ce que ChatGPT ou est-ce que Llama 2 c'est suffisant? Sinon, est-ce qu'avec un peu plus de prompting c'est suffisant? Et sinon, est-ce qu'avec une vector database c'est suffisant? Et sinon, est-ce qu'en fine-tunant, est-ce que ça aide? Et en fait, ce que j'observe dans les boîtes, c'est que les gens qui arrivent à bien cerner le use case et puis qui ensuite sont très expérimentaux dans la façon d'approcher ce problème-là. Et d'ailleurs, là, si ça se trouve, la réponse n'est même pas de la Gen AI, ça se trouve, c'est des technos beaucoup plus anciennes que ça, voire même, c'est même pas des modèles d'IA, c'est dans beaucoup de cas, peut-être pas des régressions linéaires, mais quasiment, c'est largement suffisant. Mais surtout, voilà, expérimenter, et en fait, j'ai l'impression que c'est surtout en testant qu'on comprend ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien, et puis après, ça crée un peu d'expérience qui permet d'aller beaucoup plus vite sur les cycles d'après, parce qu'on a une meilleure intuition sur ce qui fonctionne moins. Est-ce qu'il y a une boîte qui récemment t'a impressionné? Alors, il y en a plein. Alors c'est con, hein, mais OpenAI, c'est monstrueux. Alors, anecdote marrante, ou pas si marrante du coup pour moi, mais en 2016, j'étais en Californie à Stanford, et OpenAI s'est créé en 2015 ou un truc comme ça à Stanford. C'est-à-dire que c'est Karpathy qui était dans le labo où je bossais. Il y avait qui d'autre dans la bande? Il y avait un mec en robotique, un Polonais en robotique qui était dans le même labo. Il y avait 3-4 autres gars. Il y avait évidemment Ilya, il y avait Greg, je sais pas s'il était déjà là, Greg, et puis il y avait Elon Musk surtout, qui se disent, on va monter l'IA, ça va être monstrueux, on va prendre 10 ans de notre vie, on va résoudre ce problème d'intelligence une bonne fois pour toutes, et on aura des ordinateurs à peu près aussi bons que des humains sur tout un tas de sujets. À l'époque,
les mecs, c'était des grands fous. C'est-à-dire que même dans les labos à côté d'IA de grands pontes du domaine, on se disait, mais qui est suffisamment idiot pour aller chez OpenAI parce qu'on sait très bien que c'est pas comme ça qu'on va atteindre, c'est pas juste avec nos réseaux de neurones qu'on va atteindre une intelligence générale, il faut d'autres technos. Et ça, c'est même après que AlexNet soit sorti et tout. Et je me souviens, j'avais pris un café avec, ou j'ai pris un déjeuner avec Ilya, leur chief science guy, qui est la superstar du domaine, machin. Et dans les bureaux d'OpenAI à l'époque, qui étaient tout petits, et je lui dis, mais toi, qu'est-ce qui manque pour avoir des humains, pour avoir des ordinateurs aussi compétents que des humains? Et on parlait pas d'AGI à l'époque, il y avait pas trop de termes pour ça, mais je lui demande ça. Et puis il me regarde droit dans les yeux, il répond du tac au tac, plus de données, plus de compute. Et moi je rigole, parce que je pensais qu'il faisait une blague. Et ensuite il me demande pourquoi je rigole. Alors là je me sens con. Et en fait il m'explique, mais non, mais t'as rien compris, je suis très sérieux, je suis très premier degré, personne nous croit quand on dit ça, même on se moque de nous, mais il suffit de plus de compute, plus de data. Et je suis hyper impressionné qu'OpenAI ait réussi à faire ce qu'ils ont fait en si peu de temps, et à avoir... alors je dis pas qu'ils vont réussir à garder une moat sur leur concurrence pendant des années, mais avoir réussi pendant 5-6 ans à friser un peu le ridicule dans le domaine du deep learning, où les gens se moquaient d'eux, GPT-2 c'était nul, 2.5 c'était nul, pour pas mal d'actes. Et je me souviens très bien que les gens se moquaient d'eux, même chez les pontes du domaine, quoi. Et ça, très impressionnant. Puis après, si tous Hugging Face monstrueux pour la communauté, et une startup un peu plus petite, boîte hyper impressionnante, startup impressionnante plus petite, Cursor, ça combine 2 trucs incroyables, un UX hyper bien léché, hyper bien poli, qui fait qu'on a envie d'utiliser le produit par rapport à ce qui existe déjà dans le marché, rien que pour ça. Et en fait, derrière, ils ont construit tout un tas d'automatisations qui font qu'on est beaucoup plus productif en utilisant leurs produits qu'en utilisant le reste. Et les boîtes comme Cursor qui parviennent, et il y en a quelques-unes qui commencent à émerger dans des domaines différents, mais qui parviennent à assembler expérience produit vraiment delightful, vraiment bien léché, beau design, machin, avec gain d'automatisation grâce à la Gen AI. C'est un combo que je trouve hyper impressionnant et hyper intéressant à aller monter aujourd'hui. Product and AI, le combo magique. Merci beaucoup Maxime Voisin, c'était un régal de t'écouter. Si les gens veulent te suivre, on leur donne rendez-vous, Twitter, LinkedIn? Ouais, LinkedIn. J'essaye de répondre à mes messages LinkedIn. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions à Maxime sur LinkedIn. Merci à tous pour votre écoute et à la prochaine. Voilà, c'était Mozzabytes. Merci à tous pour votre écoute. Pour être tenu informé des prochains épisodes, mais aussi des dernières actus dans l'IA générative, les nouveaux outils, les meilleurs événements et les levées de fonds récentes, inscrivez-vous à notre newsletter Mozzabytes sur Substack. Et enfin, si vous réfléchissez à l'intégration de la Gen AI dans votre produit ou souhaitez lancer un nouveau produit avec cette technologie, écrivez-moi et je serai ravi de vous montrer comment notre studio Mozza peut vous aider sur ces nouvelles opportunités. À très vite!